Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un QCM de mathématiques financières. On va dire que c'est la troisième partie puisque j'avais déjà fait donc 2 vidéos sur 2 QCM. Un, donc c'était, il me semble, c'était sur les intérêts simples. Le deuxième, c'était sur les intérêts composés. Et celui-ci portera sur les emprunts indivis. Donc, l'objectif de ce QCM, c'est bien sûr, c'est de revoir les formules, les grandes propriétés des emprunts indivis. Mais c'est aussi de ne pas tomber dans certains pièges, parce que vous allez voir que les questions qui sont posées comportent justement quelques pièges qu'il faut éviter de faire, enfin dans lesquels il faut éviter de tomber. Comme d'habitude, vous avez l'énoncé du QCM en description en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui vous redirige. N'oubliez pas que juste en dessous de ce lien, vous avez un autre lien, et lui, ce lien vous redirige vers un document, vers un PDF qui concerne les formules que vous devez connaître. Ouais, il n'y a pas 100% des formules, mais il y a 80% des formules que vous devez connaître sur les valeurs actuelles et sur les valeurs acquises. Enfin, regardez-le, et puis s'il vous est utile, eh bien, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, première question. Un emprunt de 15 000 € est accordé le 12 octobre N pour une durée de 2 ans. Bon, c'est court, hein. C'est-à-dire que l'emprunt est remboursé en 2 ans. Situation plutôt... ouais, non. Ouais, enfin, pas commune. La première annuité est versée le 12 octobre N plus 1. Bon, c'est logique. Donc, la première annuité est versée une année après. Donc, autrement dit, aujourd'hui, donc le 12 octobre N, on a l'emprunt de 15 000. Et puis, l'année suivante, on verse la première annuité que je note A1. Et on vous dit que A1 vaut 6 000. La deuxième annuité est de 10 494. Donc il est évident que la deuxième annuité sera versée le 12 octobre N plus 2. Ouais, ça va pour le croquis, hein, pour la compréhension, pour la contextualisation de la question. Bon, c'est logique, on est sur des emprunts indivis, donc les versements, hein, c'est-à-dire les annuités, justement, sont payés à la fin donc, de chaque année. Donc le 12 octobre, ça sera 12 octobre et 12 octobre N plus 2, et donc on vous donne la valeur de cette annuité, et on vous demande de déterminer le taux de l'emprunt. C'est-à-dire que notre inconnu, c'est petit i, le taux d'intérêt. On n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose. On a le montant de l'emprunt et les valeurs des deux annuités. C'est tout ce qu'on a. Et on doit retrouver le taux d'intérêt. Alors, on va faire un petit tableau d'emprunt rapidement. Donc, on met les années, donc la première et la deuxième. Bon, vous pouvez mettre les dates, hein, 12 octobre N plus 1, 12 octobre N plus 2, mais là, c'est un QCM. Donc, le but, c'est d'imaginer qu'on est sur un brouillon. Hein, donc, le but, c'est aussi d'aller le plus vite possible. Attention, hein, tout en maîtrisant notre concentration. Mais pas besoin d'être aussi formel que d'habitude. Donc là, on aura le capital au début de période, les intérêts, les amortissements, les annuités, et le capital restant dû en fin de période. Alors, comment je peux remplir là ce tableau de remboursement d'emprunt? J'ai les annuités. Donc là, je peux écrire 6 000. Là, je peux écrire 10 494. Ok. Là, on sait que le premier capital, c'est 15 000. C'est le montant total de l'emprunt. Ok. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux remplir. Donc là, si je veux trouver le taux d'intérêt, il va peut-être falloir recourir à des formules, ou je ne sais pas, ou peut-être des formules simples, mais en tout cas, il faut recourir à quelque chose. Là, on ne peut rien faire. Là, on n'a même pas le montant de l'intérêt, j'ai pas l'amortissement. Bon. Alors, nous allons poser un système d'équations. Que puis-je dire sur A1? Je peux dire que A1, c'est M1 plus I1. Attention, vous devez connaître vos formules de base des emprunts indivis. Donc l'annuité, c'est l'intérêt plus l'amortissement. Ou l'amortissement plus l'intérêt. Et pareil pour A2. A2, c'est M2 plus I1. Ok. Ce qui serait bien, je ne pensais pas, dites-moi en commentaire, mais ce qui serait bien, ce serait d'avoir une équation à une inconnue, et cet inconnu serait petit i.
On va dire, bah oui, bah forcément, c'est logique. Oui, bah, on va essayer à partir de ça de trouver une équation qui ne comporterait que petit i. A égale M1 plus I1. Bon, A1, je peux le remplacer, je peux écrire 6000. Peut-être écrire un petit peu plus petit. 6000 égale M1. Ok. Bah, M1, je ne peux rien faire d'autre. Je suis obligé d'écrire M1. Je n'ai pas d'information pour le calcul. Plus I1. Mais I1, c'est quoi? Comment on le calcule? Comment on le détermine? Bah, I1, il est ici. Bah, c'est 15 000 multiplié par le taux d'intérêt. Ok, voilà. Voilà ce que je peux faire avec ma première équation. La deuxième, bah, je peux remplacer A2 par 10 494. M2, oh pardon, c'est M2 plus I2, autant pour moi. M2, bah, c'est M2, et I2, on va voir ce qu'on fait avec. En fait, j'ai pas la place, c'est pour ça que j'ai réécrit juste comme ça. Sinon, j'aurais pu déjà sauter cette étape et passer à l'étape suivante, mais c'est pas grave. Bon, le graphique ne nous sert plus à rien, hein, même là, les informations. Tout se base là-dessus. Enfin, je vais garder quand même un petit bout du tableau pour que vous puissiez comprendre. Alors, bien sûr, vous devez connaître vos propriétés hein, d'un tableau de remboursement d'emprunt. Cette valeur-là, là, M2, on est d'accord que l'année numéro 2, c'est la dernière ligne du tableau. En fait, il n'y a que 2 lignes. Donc la deuxième ligne, c'est la dernière. Mais vous devez aussi savoir que pour une dernière ligne du tableau, le capital restant dû à la fin doit être de 0. Puisque, en fait, on rembourse l'intégralité de l'emprunt à la fin. Donc, lors de la dernière année, capital vaut 0. Ça implique donc que l'amortissement doit être égal à cette valeur-là. Parce que je vous rappelle que ça, c'est le capital moins l'amortissement. Ouais. Ça veut donc dire que M2 est égal à K2. Ok. Mais K2, qui est ici, là on a M2, on le retrouve là-bas. Ça aussi, c'est K2. Eh oui. Et comment on le calcule, celui-ci? Bah, on fait K1 moins l'amortissement. C'est comme ça hein, qu'on détermine la dernière ligne d'un tableau. C'est le capital au début de la période moins l'amortissement en fin de période. Donc, ça veut dire aussi que K2, c'est K1 moins M1. Mais K1, c'est 15 000. Ouais. Donc, je prends ma deuxième équation. Et je vais déjà remplacer M2 par 15 000 moins M1. Donc, on aura 10 494 égale 15 000 moins M1. Plus I2. Mais I2, c'est quoi? Bah, I2, c'est ça. Ouais. I2 se calcule sur quoi? Sur K2. C'est K2 fois I. Suivez bien. Hein, c'est d'accord avec ça. I2, c'est K2 fois I. Oui, mais K2, c'est 15 000 moins M1. Donc, I2, c'est 15 000 moins M1 fois I. Bon, je vais mettre la couleur. Voilà. Ça, donc, c'est ma deuxième équation. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Si je reprends ma première équation, je peux dire aussi que M1, c'est 6000 moins 15 000 fois petit i. J'ai juste effacé le 15 000 fois i de l'autre côté. Et bien voilà, donc mettez sur pause hein, pour recopier tranquillement. Parce que là, on a fait la plus grosse... on a passé la complexité de la question. Après, c'est de la résolution mathématique. Mettez sur pause pour recopier, pour que je puisse effacer, parce que tout ça, ça nous intéresse.
Eh bien, j'ai juste à remplacer M1 dans la deuxième équation par l'expression de la première. Donc 10 494 égale 15 000 moins, alors attention parenthèse s'il vous plaît, hein, moins 6 000 moins 15 000 I, et donc là c'est 15 000 moins M1, plus 15 000 moins M1, j'y vais doucement, hein. J'essaie de faire au maximum, donc là je suis ici, hein, je suis dans la partie bleue, donc 15 000 moins M1, donc moins 6 000 moins 15 000 I, le tout fois I. Hein, c'est le 15 000 moins le M1 qui multiplie le I. Donc attention à bien mettre des crochets, des parenthèses, etc. Bon, je ne suis pas droit, mais c'est pas grave. Eh bien, c'est bon. Quel est mon inconnu dans cette équation? C'est petit i. Voilà. Donc j'ai une équation à une inconnue à résoudre. Bien sûr, on va développer, on va simplifier. Alors, allons-y. Donc 10 494 égale. Donc 15 000. Là, ici, je distribue le moins aux membres de la parenthèse. Donc moins 6 000 plus 15 000 i. Ouais. Plus, je développe, donc le i, donc je fais 15 000 fois i. Ouais. Moins tout ça fois i. Donc 10 494 égale. Donc vous pouvez déjà simplifier. Donc ici, vous pouvez déjà écrire 9000 si vous voulez. Donc 9000 plus 15 000 plus 15 000, ça fait 30 000. I moins 6000 fois I. Attention, je mets tout de suite. Hein. On aura, donc regardez bien. Vous êtes d'accord, le moins 6000 I? Ouais. L'autre, ça va être plus. Moins. Donc plus 15 000 I au carré. Bon bah écoutez, je pense que vous avez compris que nous avons une équation du second degré à résoudre. Donc on va faire tout passer d'un seul côté pour égaliser à 0 et ensuite calculer le discriminant et trouver des solutions. Donc je fais tout passer à droite. Donc tout ça, je conserve tel quel. Je vais juste ordonner, si vous me permettez. Donc je vais d'abord écrire le carré. Puis les i, donc là j'en ai plein, donc ils sont ici. Hein, donc les 30 000 moins les 6 000, ça fait 24 000. Et vous faites 9 000 moins 10 494, donc ça fait moins 1494. Le tout égale 0. Bon bah écoutez, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut calculer le discriminant, b carré moins 4ac. Alors je vous donne tout de suite la racine du discriminant. Donc il y aura deux solutions, hein, puisque le discriminant sera positif. Donc ça fait 25 800. Attention, je vous ai donné la racine, hein, tout de suite. Parce que le discriminant est tellement élevé que on prend tout de suite la racine. Vous allez avoir une solution positive, une solution négative. La négative, vous vous en débarrassez parce qu'un taux d'intérêt ne peut pas être négatif. Enfin si, mais sur des marchés très spéciaux. Et donc vous ne gardez que le taux d'intérêt positif. Et donc, normalement, pour la solution positive, vous trouvez 0,06, ce qui fait 6%. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la réponse B. Ouais. Voilà. Enfin, voilà. Sincèrement, pour moi, c'est la question la plus difficile du QCM. Bien, mettez sur pause. J'efface. Alors, question 2.
Oh oui, très facile. Vous allez voir. Un emprunt de 50 000 euros est remboursé par amortissement. Attendez, j'ai pris la bonne question. Oui, c'est bon. Autant pour moi. Donc, est remboursé par amortissement constant au moyen de 10 annuités. Alors, déjà, donc, on est en amortissement constant. Bah, on peut calculer l'amortissement. Hein. Bah, s'il est constant, c'est-à-dire que tous les amortissements de chaque année sont égaux. Comment on calcule l'amortissement constant? Bah, on prend la valeur de l'emprunt et on divise par le nombre d'années de remboursement. Bah, ici, bon, il y avait un petit, c'est pas un piège, mais c'est une autre manière d'exprimer les choses. On vous dit au moyen de 10 annuités. S'il y a 10 annuités, ça veut dire qu'il y a combien d'années? Bah, il y en a 10. Donc l'amortissement vaut 5 000. Le taux d'intérêt annuel est de 8%. On vous demande de déterminer le montant de la deuxième annuité. Bon, écoutez, pour déterminer le montant de la deuxième annuité, on ne va pas passer par des formules, ça ne sert à rien. Autant construire le tableau d'emprunt et de remplir sur les 2 premières lignes. C'est tout. Là, bah oui, il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Hein. N, Kn, N, Mn, An et Kn plus 1. Bon, certains ne mettent pas la colonne Kn plus 1, c'est pas grave. Hein. En fait, c'est vrai que la colonne là se retrouve à la ligne suivante. Donc pas... Et puis, bah, on le remplit, on y va. Hein. Donc, 50 000. Donc, 50 000 fois 8%, ça fait 4 000. On sait que l'amortissement vaut 5 000. Donc, l'annuité vaut 9 000. Et donc, il reste 45 000. Vous faites 45 000 fois 8%, ça fait 3 600. 5 000. 8 600. Et puis 40 000. Donc A2 vaut 8 600. C'est la réponse D. La fameuse réponse D. Ouais, je le fais à chaque fois. Ah, c'est pour ceux qui ont la référence. Hein. Quand je dis la fameuse réponse D, c'est le fameux sketch de Gad Elmaleh et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. On le voit moins souvent. Enfin bref. C'est le sketch Qui veut gagner de l'argent en masse. Oui, on fait tout dans les vidéos ici. On fait des maths filles, on parle des humoristes. Ah, le but c'est de se détendre aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais si on nous avait demandé la 9e annuité. Bon, là, on aurait pu passer par une formule éventuellement. Bien. C'est bon? Bon, rien de bien compliqué. Alors, un emprunt est remboursé au moyen de 36 mensualités constantes de 1013,71 € chacune. Donc, il faut s'imaginer qu'ici, nous avons un emprunt qui est contracté hein, en T0. Et puis, on le rembourse au moyen donc, de 36 mensualités. 36 petit m. Et chaque mensualité vaut 1013,71. Sachant qu'il a été consenti au taux mensuel de 1,1%. Donc le taux mensuel, on le note IM. Le montant de cet emprunt. Donc on vous demande de trouver la valeur de E. Ouais. Eh bien écoutez, normalement, si vous connaissez vos formules, E, l'emprunt, c'est tout simplement la valeur actuelle, correspond à la valeur actuelle des mensualités constantes. Tout simplement. Donc je dois déterminer, donc E, c'est en fait la valeur actuelle de ces 36 mensualités. Normalement, donc je vais la redonner, hein, mais si vous avez en description, si vous prenez le lien des formules valeur actuelle, valeur acquise que j'ai mis à votre disposition, vous avez donc que la valeur actuelle, c'est la mensualité.
une, hein, ne multipliez pas par 36 mensualités. C'est une mensualité multipliée par 1 moins 1 plus IM. Alors, à la puissance moins n. Moins n, c'est le nombre de mensualités, le nombre d'annuités. La formule vaut, je l'ai dit d'ailleurs hein, dans le tableau, cette formule vaut pour peu importe la périodicité, que ce soit une mensualité, une trimestrialité, on s'en fout. Et là, on raisonne en mois, en mensualité, donc c'est le nombre de mois, le nombre de mensualités, il y en a 36 tout simplement. Et on divise par le taux. Et il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Voilà, c'est la formule telle qu'elle est. Donc on y va, on remplace. Donc 1013,71 multiplié donc par 1 moins, attention, 1,011 à la puissance moins 36 sur 0,011. Vous tapez tout ça et vous obtenez 30 000. Et c'est la réponse B. Voilà. Dans quel cas il y aurait pu y avoir un piège par rapport à l'application de la formule? C'est dans le cas où on aurait raisonné en début de période. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur ce piège-là dans lequel il ne faut pas tomber. Enfin, de toute façon, ça ne marche pas pour les emprunts indivis, je dis. Mais c'est parce que cette formule peut aussi être appliquée pour des placements. C'est la même formule, en fait, que ce soit pour un emprunt ou pour des placements, des versements constants. Hein, par exemple, chaque mois, on verserait la même somme. L'actualisation, c'est la même formule. Mais si les versements se faisaient en début de période, là, on aurait dû ajouter quelque chose à multiplier pour avoir le bon résultat. Ça va? Bien, mettez sur pause. Alors, prochaine question. Afin de lui permettre de créer son entreprise, une banque consent à un de ses clients un prêt de 25 000 euros. Bon, prêt, emprunt, c'est la même chose. Consenti au taux de 10%. Et remboursable au moyen de 5 annuités constantes. Autrement dit, la durée, c'est 5 ans. Mais attention, après un différé de 2 ans, durant lequel le client n'aura rien à verser, ni intérêt ni amortissement. Alors, comment on peut représenter ça avec un croquis? Regardez, c'est très simple. Donc là, je consens mon emprunt. Ouais. Et puis, je rembourse, on nous dit, au moyen de 5 annuités constantes. Mais, il y a un différé de 2 ans durant lequel le client n'aura rien à payer. C'est-à-dire que pendant 2 ans, hein, donc là, c'est le début de la première année. Donc, fin de la première année, fin de la deuxième année. Là, ici, il n'a toujours rien payé. Il n'a ni remboursé une partie du capital, ni payé les intérêts. C'est qu'à partir, vous voyez, de 3, 4, que là, il va se mettre à payer donc en 5 annuités constantes. Et on vous demande de trouver la valeur de l'annuité. Donc ici, c'est un vide financier. Bah écoutez, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que la valeur présente, qui est aussi donc une valeur actuelle, hein, donc la valeur présente correspond à l'actualisation des annuités constantes. Mais attention, il y a un piège ici, hein, bien sûr. Vous allez voir. Autrement dit, je peux appliquer ma formule de l'actualisation par annuité constante. Bah oui, pas de problème. Je peux écrire que 25 000, c'est la formule, donc c'est la même formule que la précédente, c'est la valeur de l'annuité, multiplié par 1 moins, donc 1 plus i, ça fait 1,1, puissance moins 5, il y a 5 annuités, ouais, sur 0,1, ouais, pas de problème. Oui, ok, pas de problème. Mais il y en a quand même un. Parce que si vous appliquez cette formule, l'actualisation s'arrête ici. Eh oui. Les 5 annuités constantes, si vous les actualisez, vous atterrissez une année
avant la première annuité. Donc la première annuité, elle intervient en 3. Une année avant, c'est 2. Donc vous vous arrêtez au trait bleu. Autrement dit, vous n'êtes pas encore parvenu aux 25 000 en 0. Comment je dois faire pour parvenir aux 25 000 qui se trouvent en 0? Eh bien, je dois encore actualiser pendant 2 ans. Mais pas cette formule-là. Ici, si j'applique cette formule-là, imaginons que ça, je l'appelle grand C. C'est la valeur d'un capital. Eh bien, le grand C, il est ici. D'accord. Eh bien, ce grand C, je dois encore l'actualiser. Mais c'est quoi la formule de l'actualisation? En fait, ici, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous devons appliquer la formule de l'actualisation, mais pour un capital unique, pas pour une suite d'annuités. Une fois que je suis en bleu, en fait, cette formule-là va vous donner la valeur d'un capital unique, et ce capital unique, vous devez l'actualiser sur 2 ans. Or, comment on actualise un capital unique? On multiplie par 1 plus i à la puissance moins le nombre d'années. Il reste combien d'années à actualiser? 2 ans. Voilà. Et là, je retombe bien à 25 000. C'était le piège de la question. Donc, petit a, ce sera 25 000. Donc, multiplié. Donc là, je fais juste passer les choses. Donc, le 0,1, je le fais passer, donc il devient multiplication. Et je divise, donc, attention aux parenthèses. Voilà. Par 1 moins 1,1 puissance moins 5 multiplié par 1,1 puissance moins 2. Et vous allez trouver une annuité de 7 979,87. Soit la réponse B. Donc si vous n'aviez pas multiplié par 1,1 puissance moins 2, vous seriez tombé sur une autre proposition, je ne sais pas laquelle, parmi les 3 autres, vous seriez tombé sur l'une d'entre elles. Et donc pensant que peut-être vous avez raison, non, en fait, vous auriez eu tort. Ça va? Pensez bien à ça. Croquis indispensable. Bien sûr, il y a d'autres manières de faire les croquis. Bien, mettez sur pause. Alors, question suivante. Un emprunt de 80 000 € a été accordé pour une durée de 13 ans. N égale 13. Le remboursement s'effectue au moyen de mensualités constantes. Donc bon, je ne fais pas de croquis là parce que c'est la même chose que pas la question d'avant, mais la question encore d'avant, avec les 36 mensualités constantes. Donc on a une mensualité constante. Donc on a 13 mensualités constantes, bien sûr. Le taux mensuel, alors attention ici, le taux mensuel est le taux équivalent au taux annuel de 12%. Et on vous demande de calculer le coût de ce crédit. C'est quoi, déjà, avant de parler de l'équivalence, c'est quoi le coût d'un crédit? Que représente le coût d'un crédit? Vous empruntez 80 000 € pendant 13 ans. Il vous coûte combien ce crédit? Il ne vous coûte pas 80 000 plus ses intérêts. Parce que les 80 000, on vous les donne. En réalité, le coût d'un crédit, c'est la somme des intérêts. Attendez. On va formaliser un petit peu. Voilà. C'est la somme des intérêts. C'est ça le véritable coût d'un crédit. On vous donne 80 000. À la fin, vous allez rembourser ces 80 000. Donc en fait, ça fait 0.
Mais la chose que vous aurez vraiment payée, ce sont les intérêts. Alors, parlons de l'équivalence. Je vous rappelle que pour déterminer un taux équivalent, on pose une toute petite équation. On écrit donc 1 plus IA est égal à 1 plus IM. Et vous allez simplement vous poser une question très simple. Combien y a-t-il de mois dans une année? Il y en a 12. Voilà. Si on avait dû chercher le taux semestriel, il y a combien de semestres dans une année? Il y en a 2. Donc on aurait écrit 1 plus IS puissance 2. Alors 1 plus IA, ça fait 1,12 égale 1 plus IM puissance 12. Comment se débarrasser de la puissance 12? On applique la racine 12e de l'autre côté. Donc on fait racine 12e de 1,12 égale 1 plus IM. Et donc IM, c'est la racine 12e de 1,12 moins 1. Et je vous en supplie, ne mettez pas le moins 1 dans la racine. Le moins 1 est à l'extérieur de la racine. Et donc vous allez trouver un taux, bien sûr, après avoir multiplié par 100, pour l'avoir en pourcentage, de 0,949%. Sincèrement, on peut penser qu'on a la bonne réponse, parce qu'en réalité, le taux proportionnel, c'est 12% divisé par 12. C'est-à-dire le taux proportionnel, il est de 1%. On est vachement proche des 1%. Donc normalement, on a réussi notre équivalence. Alors, on nous demande, donc j'attends, allez, recopier, ensuite je vais effacer ça. Donc je le note ici. Moi, je vais le noter ici comme ça. IM égale 0,949%. Bien. Alors, comment je vais donc déterminer le coût de ce crédit? Bah, écoutez, nous savons que l'intérêt, c'est l'annuité, enfin ici, pardon, on va plutôt dire c'est la mensualité. Alors, ouais. Donc, c'est la mensualité moins l'amortissement. Donc, ça, c'est la formule de base. L'intérêt, c'est l'annuité moins l'amortissement. Donc, je peux dire que la somme des intérêts, c'est la somme des annuités moins les amortissements. Bon, là, on fait un peu de maths. Et donc, la somme des intérêts, c'est la somme des mensualités moins la somme des amortissements. Vous pouvez mettre Mn et Mn ici. Voilà, on va faire les choses. Bon, je ne mets pas là les indices, hein, N égale 0 jusqu'à quelque chose. Donc, pour connaître le coût du crédit, donc pour connaître la somme des intérêts, bah, il me faut la somme des mensualités. Ouais. Et il me faut la somme des amortissements. Mais c'est quoi la somme des amortissements? L'amortissement, je vous rappelle qu'un amortissement, c'est une partie, c'est une partie du capital de l'emprunt, en fait. C'est une partie de l'emprunt. Si vous additionnez toutes les parties de l'emprunt, sachant que vous devez tout rembourser, bah, la somme des amortissements, c'est la valeur de l'emprunt. Tout simplement. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la modalité de remboursement, que ce soit amortissement constant, mensualité, annuité, trimestrialité constante, peu importe. Donc, il nous reste à déterminer ça. La somme des mensualités constantes. Bah, déjà, avant de calculer la somme des mensualités constantes, ce serait bien déjà que je connaisse la valeur de la mensualité constante. Mais écoutez, là, c'est la formule de l'annuité constante. Comment on calcule une mensualité constante ou une annuité constante? C'est la valeur de l'emprunt, multiplié par le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus le taux, à la puissance moins n.
Bon, là, c'est la formule classique. Donc, c'est 80 000 multiplié par, alors attention, hein, 0,949%, ça fait 0,00949. Si je remultiplie par 100, donc si je décale la virgule de 2 rangs, je retombe bien sur 0,949. Divisé donc par 1 moins 1,00949 à la puissance moins combien? Il y a combien de mensualités? Ben, on rembourse sur 13 années, donc il y aura 13 mensualités. Qu'est-ce que je raconte? Autant pour moi. Je dis des bêtises. Non, il y en a 156. Ah oui, j'ai failli tomber dans le piège. Étant donné qu'on raisonne en mensualité, pardon. Donc 13 années, vous faites 13 fois 12. Et donc ça fait 156 aussi. Oui, ça fait 156. Autant pour moi. Et heureusement que... Il faut qu'il y ait concordance. Hein, donc le taux mensuel doit correspondre à une durée mensuelle. Donc 13 années, ça devient 156 mois. Vous tapez tout ça et vous allez obtenir votre mensualité qui sera de 984,86. Et ça, c'est la valeur d'une mensualité. Hein. Alors, si je veux connaître la somme des mensualités, sachant que les mensualités sont constantes, bah, la somme des mensualités, c'est la mensualité multipliée par le nombre de mensualités. Il y en a 156. Puisque ce sont les mêmes, elles sont toutes égales. Donc ça nous fait du 153 638,16. Et donc on en conclut donc, que la somme des IN, c'est 153 638,16 moins 80 000, soit à coût de 73 638. Oui, il faut arrondir, hein, parce que dans les propositions, en fait, dans les propositions, si vous regardez, tout est arrondi à l'unité. Donc faites de même, arrondissez à l'unité. Yes. Bien. Mettez sur pause. Alors, avant-dernière. Un emprunt est remboursable par annuité constante. Okay. Sachant que le 12e amortissement, M12, est le double du premier. Donc c'est 2 fois M1. Et on vous demande de trouver le taux annuel. Je pense que l'information la plus importante, c'est que nous travaillons en annuité constante. Vous allez voir pourquoi. Parce que lorsque nous travaillons en annuité constante, et je le répète, c'est vrai aussi si nous avions travaillé en mensualité, en trimestrialité, vous avez compris, lorsque nous travaillons en annuité constante, les amortissements progressent de manière géométrique. Autrement dit, nous pouvons créer une suite qu'on va appeler la suite Mn, et cette suite, elle est géométrique. Toujours dans le cas de versement constant. Autrement dit, Mn, la suite, alors là c'est
là, c'est la définition d'une suite géométrique. C'est le premier terme, donc c'est le premier amortissement, multiplié par la raison, Q. Alors attention à la puissance combien? Si vous me dites à la puissance n, vous êtes tombé dans le panneau. Parce que c'est vrai, puissance n, si la suite commence à 0, m0. Et là, on commence à m1, donc puissance n-1. Avec, pour raison, 1 plus i. J'avais fait, si vous allez dans la playlist mathématiques financières, j'avais démontré mathématiquement que dans le cas d'unité constante, les amortissements progressent de manière géométrique. Bien sûr, pour les curieux, parce que vous n'êtes pas censé le savoir. Donc, je sais que M12 égale 2 fois M1. C'est bien M12. Ouais. Mais M12, c'est quoi? C'est M1 multiplié par 1 plus I à la puissance 12 moins 1, c'est-à-dire 11. Et ça, c'est égal à 2M1. Donc là, j'applique la définition de la suite géométrique. Ah tiens, les M1 se simplifient. En fait, on peut diviser par M1 de chaque côté. Et donc, il reste 1 plus I puissance 11 égale 2. Et là, c'est facile à résoudre. 1 plus I, j'applique la racine 11e de l'autre côté. Et je retire 1. Ce qui vous fait 0,065, soit 6,5%. Pour la dernière question, eh bien c'est à vous, justement, de me proposer la bonne réponse. N'hésitez pas, je ne vous demande pas de justification. Ah si, bah, vous pouvez me donner la justification. Vous pouvez aussi m'envoyer votre développement par mail pour que je le corrige. Il n'y a pas de souci, même si parfois il y a un délai de quelques jours avant que je ne réponde. Mais voilà, donc c'est à vous de jouer pour la dernière question. C'est à vous de répondre à cette question. Et donc en commentaire, proposez-moi la bonne réponse avec un petit développement mathématique. Si vous voulez, j'épinglerai votre commentaire. Je ne le fais pas parce que c'est pas la question la plus difficile, et puis c'est pas que je veux pas la faire. C'est que, bon, bah, je veux dire, c'est simple, c'est la formule de l'annuité constante. Là, on parle juste de trimestrialité constante, et l'inconnu, c'est petit t. Donc rien de bien compliqué. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve, bien sûr, très vite pour de nouvelles vidéos.